Donc on va passer à Fabrice. Allez, en avant. Taxe de séjour. Oui, donc la délibération numéro 41, elle concerne les tarifs 2019 pour la taxe de séjour. De toute façon, c'est assez explicite pour savoir de quoi il s'agit. Voilà, c'est une mise à jour en fait des montants et tout ça, là, en fin de compte, d'une certaine manière. Voilà, c'est exactement l'évolution de la législation. Voilà, très bien. Et donc, il faut s'y mettre. Avant de procéder au vote, je voudrais juste vous informer qu'on vous a mis la délibération sur le bureau parce qu'en fait, lors de l'envoi par scan, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas le recto verso, en fait. Voilà. Oui, il manquait le principal, quoi. Voilà. Donc, des remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Donc, 42. Maintenant, nous allons dans les logements. C'est ça. Donc, la délibération 42, elle concerne une garantie d'emprunt que nous apportons à la Logirem pour l'opération de 4 logements à la résidence Le Prévert. Vert Pré. Non, c'est le Prévert. En fait, je ne sais pas pourquoi on a mis le Vert Pré. Oui, mais j'avais toujours appelé le Prévert. Oui, monsieur Fusonet. Comme nous parlons de logements sociaux, permettez-moi d'évoquer des problèmes au clos des Cigales. Lorsque l'on veut s'y rendre ou aller à l'impasse Tardy... quand même. C'est pas vraiment le sujet, parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas encore construites, là, le clos des Cigales. Ouais, bon, on parle allez, abrégez un peu, on vous écoute. Lorsqu'on veut s'y rendre ou aller à l'impasse Tardy ou Michel, on est obligé de passer par la rue du Savetier. Quand on s'engage dans cette rue, les voitures se retrouvent sur 3 roues, ce qui est extrêmement dangereux. De plus, depuis que vous avez mis un sens interdit au niveau du CIC, c'est le seul passage qui existe. Lorsque sur l'avenue François Mitterrand, il y a des embouteillages dus au feu au niveau du bijoutier, le temps d'attente est excessif. Une solution pourrait être trouvée afin de fluidifier la circulation. Il faudrait faire un rond-point à la place du sens interdit. Les riverains vous ont demandé et une pétition a été faite. Comptez-vous faire ce rond-point et sécuriser l'entrée de la rue du Savetier pour que les voitures ne se retrouvent plus sur 3 roues? Mais vous n'avez rien inventé parce qu'on n'y avait pensé. Gérard, si tu veux en dire un mot, c'est prévu, mais tout ne se fait pas dans la minute. C'est bon. Oui, effectivement, ça fait partie de l'ensemble des travaux de Victor Hugo. C'est-à-dire qu'en 2019, donc on va réaliser un rond-point sur cette partie qui sera donc le lien naturel entre le futur centre Victor Hugo et le nouveau parking qu'on est en train d'aménager sous la poste de la Gavotte. Donc il y aura une liaison totale entre le parking qui est en train d'être réalisé, le rond-point qui sera réalisé en 2019 et ensuite le futur centre Victor Hugo. Et bien entendu, on a pensé à faire un rond-point, donc c'est à l'étude en ce moment et donc ça sera réalisé en 2019. D'accord, très bien. Et au niveau de la rue du Savetier, parce que quand on prend le virage, les voitures elles se retrouvent sur 3 roues et c'est... Écoutez, pour le moment, on ne peut vraiment pas faire autrement. Je pense que si on prend le virage à 20 à l'heure, on ne passe pas sur 3 roues. Mais on a essayé de sécuriser complètement ce secteur. Vous avez vu qu'on a mis des sens interdits. Alors c'est vrai que pas tout le monde les respecte, mais bon, ça c'est la responsabilité de chaque automobiliste. Mais on a tout fait pour que ce secteur soit le plus sécurisé possible. Après, à l'impossible, nul n'est tenu, puisque donc nous sommes en zone de travaux. Les marquages au sol sont des marquages jaunes, ça veut bien dire qu'on est en zone de travaux et qu'on doit rouler à une vitesse adéquate aux travaux, c'est tout. Mais non, mais franchement, oui, allez prendre, mais même doucement, c'est... C'est le profil de la voie qui est comme ça aujourd'hui, donc je veux dire... On n'a pas de possibilité d'amélioration en l'état. Voilà. Merci. Bon, on passe au vote. Donc, qui est pour? Ah, on ne passe pas au vote. J'avais espoir, mais non.
on a la chance de pouvoir débattre. Concernant les logements sociaux, on aimerait vous faire part d'un point qui a peut-être été bénéfique pendant des années pour la commune, mais qui commence à porter tort aux habitants de logements sociaux, que ce soit des anciens logements comme des nouveaux logements. Nous sommes l'une des rares communes des Bouches-du-Rhône à avoir un contrat exclusif avec la Logirem. Contrat exclusif avec la Logirem signifie que, quoi qu'il arrive, les logements sociaux seront attribués à ce bailleur-là. Ça a peut-être eu des effets bénéfiques pendant des années, comme je le disais tout à l'heure, mais il faut dire qu'en ce moment, malheureusement, c'est en train de porter plus tort à la population qu'autre chose, dans le sens où la gestion des logements sociaux sur la ville d'Epène tend un peu à se déliter. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de difficultés sur certains secteurs comme le Saint-Georges pour pouvoir gérer des problèmes. C'est pas pour rien que vous recevez, Madame le maire, de nombreuses et très nombreuses demandes d'habitants du Saint-Georges pour partir du Saint-Georges sur d'autres logements sociaux de la commune, non pas parce que du jour au lendemain ils se sont réveillés en demandant à changer de logement, mais ni plus ni moins parce que les logements deviennent pour certains insalubres. Sur les logements qui se trouvent à proximité du collège Jacques Monod et qui sont neufs, il y a eu énormément de problématiques, alors que les logements sont neufs, sur la gestion de ces logements-là. Là, Logirem se réveille maintenant pour essayer de régler ces problèmes-là. Ça avance dans le bon sens, mais il a fallu que les riverains se mobilisent avec des pétitions, viennent vous voir et fassent de nombreuses démarches. Donc on aimerait que vous portiez une grande attention sur le fait que vous continuiez à avoir ce contrat exclusif avec la Logirem. Et je le rappelle que nous sommes l'une des rares communes de la région à avoir un contrat exclusif avec un bailleur social. Nous avons la chance de pouvoir avoir de la mise en concurrence sur ce secteur-là. On ne le fait pas. Attention à ce que ça ne nous joue pas des tours dans les années à venir. On n'a pas un contrat exclusif, hein, puisqu'on a au moins un autre bailleur qui est Unicil. Hein. Au Bellagio, c'est pas du tout la Logirem. Alors, par ailleurs, avec la Logirem, on en a déjà parlé, je pense qu'on a négocié de leur vendre les logements sociaux diffus qui restent, si on peut dire, les 55 logements. Bon, c'est aussi une façon, il faut bien parler de sous, de faire rentrer de l'argent. Donc, c'est quelque chose qui va se passer cette année, je pense, Nadia. Hein, voilà, pour que je ne me trompe pas. Donc, donc, c'est une négociation qu'on a eue, qu'on a pu avoir justement par le fait qu'il y avait un passé, et parce que ça ne pouvait pas se faire avec n'importe qui. Ensuite, donc, on n'est pas liés. Tout simplement parce que on n'a pas un contrat exclusif, à part cette opération qui quand même, voilà, on a un partenariat, mais c'est tout. Ouais, et donc on n'exclut pas du tout, dans certains cas, et ça a été donc le cas du Bellagio, d'apprendre un autre bailleur social. Je voudrais rappeler aussi que pour le Clos des Cigales, c'était pas du tout Logirem qui était prévu, sauf que c'était Unicil, mais Unicil dur. C'est-à-dire, non, c'était 13 habitats. Unicil avait mandaté directement, puisque c'est Unicil qui a construit le Clos des Cigales, mandaté 13 habitats. Et 13 habitats, il avait oublié qu'il était au Pen Mirabeau et que d'habitude il est à Marseille et tous les logements sociaux lui appartiennent. Hein, monsieur Royer-Perrault, c'est sa façon de travailler. Et donc, si on a changé, c'était pour conserver une partie suffisamment large d'attribution et que donc on a mis dehors, je dirais, 13 habitats. Alors après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc, par contre, on n'exclut pas, donc, dans d'autres projets, d'avoir une mise en concurrence, entre guillemets, une mise en concurrence ou tout au moins un choix différent, puisqu'on l'a déjà fait pour le Bellagio, par exemple. C'est pas une religion, quoi. Voilà. Oui, mais ça, la Morandière, c'est 13 habitats anciens, ça. On a les 20 logements de la Morandière ne sont pas Logirem non plus. Voilà. Bon, alors, donc la garantie d'emprunt pour la résidence vert-pré ou pré-vert, si on peut dire. Donc la 42, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je voulais rappeler quand même que si on se casse la tête à faire des garanties d'emprunt, c'est pour se réserver des attributions tant que c'est encore possible. Donc je dis ça pour ceux qui ont été contre. Donc de toute façon, on continue sur les garanties d'emprunt. La mairie, elle ne garantit pas pour les particuliers qui achètent une maison. Donc à un moment, c'est pour un souci d'égalité, voilà, pour qu'on vote contre.
Je ne vois pas où est l'égalité, parce que les logements sociaux, c'est pas vraiment pour les, j'allais dire, pour les personnes qui peuvent peut-être avoir accession à la propriété directement ou indirectement ou dans le temps de leur vie. Bon, on continue. Garantie d'emprunt pour les logements des collines des Cadenaux. Oui, c'est donc une garantie d'emprunt pour une opération de 6 logements aux collines des Cadenaux. Tous ces petits morceaux de logement, la 6, 4, etc., c'est les 30% de logements sociaux d'un ensemble. C'est pour ça qu'il y a ces petits morceaux-là, qui sont évidemment traités à part, mais prévus à l'origine. Donc, oui. Nous votons pour, hein, bien entendu, comme la première et comme la troisième qui arrive juste après, pour la raison que vous avez évoquée. Ce que veulent les Pénois, c'est que des Pénois viennent sur les logements sociaux et non pas des habitants d'autres communes, ce qui permet de filtrer les habitants que nous souhaitons voir venir sur notre commune. Et oui, il n'y a pas de mauvais mots. Oui, il y a un choix de vouloir filtrer les habitants qui viennent sur la commune des Pennes-Mirabeau, et je n'ai pas honte de le dire, monsieur Pateau. Je pense que si vous habitiez à côté des logements sociaux, vous aimeriez que la population soit filtrée avant d'y habiter. Vous auriez aimé que la population soit filtrée. Bon, il ne faut pas avoir peur des mots, hein. Enfin, moi, je n'ai pas peur de le dire et je l'assume. En tout cas, c'est effectivement la raison pour laquelle nous votons pour cette garantie d'emprunt. Donc oui, continuer en ce sens, parce qu'il faut bien entendu choisir les habitants qui viennent sur nos logements. C'est pas obligatoirement des gens qui viennent par... Oui, je te donne la parole. Ça, c'est pas obligatoirement des gens qui viennent d'ailleurs, hein. C'est aussi des gens qui ont eu des accidents de la vie, qui n'ont pas encore... Donc, il y a aussi des petits Pénois, des enfants de Pénois, qui plus tard, je l'espère, et eux aussi pourront acquérir une propriété ou je dirais un appartement et des choses comme ça. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire des logements pour primo-accédants, parce qu'en fin de compte, c'est justement pour cette catégorie de gens, et ça serait largement des pétons. On en a déjà sur la commune, on en a pas lire. Bon, voilà. Monsieur Baroni, d'abord, si vous voulez bien. Oui, à propos des logements sociaux, bon, je pense légitimement pouvoir intervenir. Ça fait des lustres qu'on demandait des logements sociaux. À l'époque, on ne finissait même pas la phrase qu'on était démolis. Mais à propos des logements sociaux, j'appelle tout le monde dans la raison, là, surtout ce que j'entends à droite, là. Aujourd'hui, on manque encore cruellement de logements sociaux. Alors, l'OGIREM, c'est l'historique. Au Saint-Georges, il y avait 280 logements sociaux. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Donc, c'était l'OGIREM. Alors après, je ne dis pas qu'il faut avoir une excuse avec eux. Mais je voulais quand même rappeler, quand j'entends dire des trucs qui me hérissent un peu, aujourd'hui, sur la commune, il y a un nombre effarant de gens qui sont en catastrophe, en désespérance, en particulier des femmes seules avec des enfants, un nombre important qui attendent des logements sociaux qui sont... J'ai des cas qui me sont répercutés quand les gens ils ont le dos au mur, ils vont voir les élus communistes, hein, quand ils ont le dos au mur. Il y a effarant de gens, de mamans en particulier, avec des enfants qui sont hébergés chez l'un, chez l'autre, chez Pierre Paul, qui n'ont pas d'adresse. J'en ai reçu. Donc, il faut qu'on ait ça en tête tout le temps et puis filtrer là-bas, à côté, habiter. Voilà, c'est impératif que tout le monde en soit convaincu. Même au Pennes-Mirabeau, ça ne peut pas être rose quand ailleurs c'est noir, oui, sans vouloir faire de couleur politique ou compagnie, mais ça ne peut pas être un océan de calme dans un océan de tempête. Ce n'est pas un océan de calme. Il y a une urgence et le chemin est pris pour continuer à faire du social, mais qu'on arrête un petit peu de dire bon, il vient n'importe qui, il vient d'ici. Ça m'arrive aussi de râler un petit peu parce qu'on a des cas sociaux, mais après je me rends à la raison, il y a des cas encore plus sociaux, plus dramatiques. Je suis ça de près hein. Aussi. Je ne fais pas toujours des grands trucs et des tracts en couleur partout, mais je le suis de près. Et ce que je viens de dire là, c'est une parente d'élève de la Voilerie qui m'a été envoyée par des parents qui ont dit va voir Baroni. Voilà. Elle est sur la liste d'attente et c'est une catastrophe. Voilà, je voulais simplement, je ne parle pas souvent parce que c'est compliqué, mais je voulais attirer l'attention de tout le monde, mais de tout le monde vraiment, sur cette urgence extrême, même aussi au Pennes-Mirabeau. Voilà. C'est tout à fait, je vous donne la parole ensuite, c'est tout à fait vrai. Là, disons, dans les 2 ou 3 semaines dernières, le nombre de personnes qui nous ont contactés ou que j'ai eu l'occasion de voir ou de recevoir, qui étaient dites hébergées, mais il faut voir comment. Hein. Ça a une tendance à augmenter. Hein. Je dirais tout simplement. Il faut le reconnaître et donc il faut quand même faire le maximum. Ce qu'on essaye de faire.
Après, Monsieur Baronnier, avec tout le respect que je vous dois, effectivement, sur le social, il faut en faire. Mais il faut trouver le juste milieu. On ne peut pas, sur la commune, aller malheureusement encore plus embouteiller, encore plus boucher les voies de circulation en construisant des centaines de logements partout. Donc on est sur la volonté d'augmenter le parc de logement social, il faut le faire. Maintenant, si vous voulez que la population accepte pour la majorité ces logements sociaux à côté d'eux, il faut absolument que nous choisissions ceux qui ont la chance de pouvoir habiter au Pen Mirabeau. C'est primordial. Pourquoi ? Parce qu'il se passe des situations dans certains logements sociaux où, parce que nous ne sommes pas assez fermes, ce sont ces gens-là qui n'ont pas compris qu'ils avaient la chance de vivre au Pen Mirabeau, la chance de pouvoir être dans la mixité sociale, qui malheureusement pourrissent certains quartiers, comme par exemple au Saint-Georges. Donc c'est le seul point sur lequel je ne serai pas d'accord, c'est qu'il faut vraiment, je pense qu'on soit beaucoup plus ferme sur ces sujets-là. Il faut être ouvert au social, mais il faut continuer à garder notre fermeté et rappeler aux gens qu'ils ont la chance d'être ici. Monsieur Fusone, ce coup-ci, Oui, c'est juste pas votre tour, oui. pour répondre à Monsieur Amaro, vous parlez de filtrer. Mais ça, c'est les mots, c'est les paroles. Mais la vérité, c'est quand on regarde ce que vous votez toutes les délibérations pro-immigration. Et quand vous avez fait un loto, c'est pour une association de jeunes qui brandissent des drapeaux algériens et turcs. Voilà. Bon, alors, on en avait parlé de celle-là, non, pas encore. La On n'a pas- 44, Non, donc il ça, faut- c'est les logements de la ZAC de La Belpère. 43, on a voté. Mais La on n'a pas 43. voté la 43. Alors, qui est pour la 43 ? Qui est contre ? Donc, 3 contre. Donc, on peut passer à la 44 qui est du même genre. Qui est dans la même lignée, qui concerne une garantie d'emprunt pour l'opération de 20 logements à la résidence ZAC de Belpère. Il y a la voilerie, hein, l'entrée de la C'est ça. voilerie. C'est le même, ils ont un peu de retard, mais ils seront livrés à la fin de l'année. Du coup, vu que mon voisin de droite parlait de l'auto, pour préciser, nous sommes fiers d'annoncer que nous l'avons annoncé cet après-midi, nous avons reversé 2100 € à l'ensemble des groupes scolaires de la ville des Pen Mirabeau. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir trouver une personne que vous citez qui a reçu une dotation de la part de l'association, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, on est fiers, et franchement, je le dis, mais droit dans mes bottes, puisque l'ensemble des groupes scolaires vont pouvoir profiter de 300 €, soit pour des dotations, soit pour de l'achat de matériel, après avoir aidé les sinistrés des incendies de 2016, après avoir aidé l'association dirigée, tu m'excuseras du mot employé, mais dirigée par Monsieur Bastard, et après avoir aidé l'ensemble des crèches et de la petite enfance qui est gérée par Francette Mépi. Et effectivement, nous avons aussi aidé le financement d'une association qui s'appelle AC2N. Voilà pour les précisions. Oui, mais ça, c'est bon. Non, mais ça, on arrête là. C'est fini. Voilà, parce que sinon, on n'en sort plus. Il faut quand même finir le conseil municipal. Ça c'est hors conseil. Alors, donc, on passe à une délibération similaire. Mais... Non, mais il faut la voter, celle voilà. de Belpère. Chaque fois, vous me distrayez là. Bon, donc, qui pour la précédente, donc, qui est la 44, qui est pour, qui est contre, adopté. Donc, la 45 maintenant. Oui. Également dans la même lignée, une garantie d'emprunt que nous apportons à la Logirem pour une opération de 22 logements à la résidence Marcel Cerdan. Oui, brièvement. Oui, non, mais juste, c'est bien, vous avez donné 2000 € aux écoles. Non, mais il faut quand même préciser. Non, mais il faut quand même préciser. Est-ce que vous leur avez dit que, grâce à vous, les secrétaires ont été supprimés dans les écoles des Pen Mirabeau? Est-ce que vous leur avez dit ça? Oui. Est-ce que vous leur avez dit qu'avec votre politique, vous avez mis en danger les enfants dans l'école des Bourroumettes? Vous leur avez dit ça? J'imagine que non. Allez, On revient au local. On revient, voilà, non, mais au local, plus que le local. Ah, l'école des Bourroumettes, c'est pas du local. Délibération. Alors là, en voilà une très importante, n'est-ce pas? Ah oui, mais je me fais avoir, je vois même que tu es là. Hein. Donc la 45, une garantie d'emprunt aussi, qui est pour, qui est contre, adopté. Donc la 46, très important ça. On change totalement de sujet. Et je ne me moque pas du contenu, hein, mais c'est que c'est tout à fait autre chose. Donc la délibération numéro 46, elle concerne l'attribution d'une subvention à l'association vitrolaise de défense des animaux, dont l'objet est de stériliser les animaux et de les soigner, des animaux errants bien sûr, et qui sont abandonnés sur la commune pour un montant de 400 €. Bon. Qui est pour, qui est contre, adopté.
Alors, on change encore. Maintenant, nous en allons vers les comptes de gestion. Oui. On peut mettre le reste fiscal. Alors, avant d'aborder le compte administratif 2017, nous devons réglementairement voter ce que l'on appelle les comptes de gestion. Donc, la délibération numéro 47 concerne le compte de gestion 2017 du budget ville. Donc, elle stipule que Madame la trésorière des finances publiques en exercice a visé et certifié conforme par l'ordonnateur et elle n'appelle ni à observation ni réserve de sa part sur notre futur compte administratif que l'on va voter dans quelques instants. Bon, donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La 48, idem, mais cela concerne le compte de gestion 2017 du service de distribution d'eau potable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et pour finir, la 49, donc le compte de gestion 2017 pour le service de l'assainissement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, je pense que vous mettez en doute ce que fait le comptable public, ça, si vous ne l'approuvez pas, parce que c'est elle qui fait, elle, puis c'est une dame, et qui, c'est des écritures simplement. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Alors maintenant, compte administratif lui-même. 2017. Voilà, bien sûr. Alors, avant de commencer, je voudrais aussi, par tradition, et encore une fois remercier Mme Greffeuil, la directrice des finances, ainsi que tout le service qui ont participé à l'élaboration de ce compte administratif, qui reste un travail très minutieux. Donc, je tenais encore une fois à les remercier. Alors, concernant notre compte administratif 2017, je vous rappelle que ce compte administratif retrace l'ensemble des dépenses réelles de la commune et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire. Il traduit les réalisations effectives, tant en fonctionnement qu'en investissement, dans le cadre des politiques menées par la collectivité. Vous avez reçu un rapport d'analyse détaillé présenté en commission des finances qui vous expose tous les éléments d'explication sur les évolutions budgétaires des principaux postes budgétaires. Donc, sans faire état de tout ce rapport, je souhaite quand même malgré tout insister sur quelques tendances. Donc, le compte administratif 2017 affiche un excédent de fonctionnement de près d'1 million d'euros, en baisse significative du fait de la conjonction de plusieurs facteurs. Premièrement, à la poursuite de la baisse de la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement que nous attribue l'État, avec moins de 30% en 2017. La DGF a ainsi été réduite de 1,7 million d'euros depuis la mise en place du plan gouvernemental de redressement des comptes publics. Deuxièmement, l'augmentation des pénalités SRU de 36% suite à l'évolution de la législation. Sans prise en compte des dépenses déductibles, nos pénalités totales se sont élevées à 968 000 euros en 2017 contre 712 000 euros en 2016. Je vous rappelle que les subventions que nous versons aux bailleurs sociaux nous permettent d'atténuer ces pénalités et que grâce à nos efforts, nous sommes sortis de la carence qui nous conduisait au doublement des pénalités. Ainsi, en 2018, nous n'opérons pas de pénalités. Enfin, la stagnation de nos recettes fiscales issues des impôts directs qui affiche une augmentation très faible de 0,4%. Je vous rappelle que la municipalité a fait le choix, malgré ses tensions financières, de ne pas augmenter les impôts en 2017 ainsi qu'en 2018. Je rappelle également que nous avons fait le choix de geler les tarifs des services publics en 2017. Je tiens à souligner la poursuite de la maîtrise de la masse salariale qui enregistre une progression contenue à 1,7%, après d'excellents résultats constatés en 2016 à plus 1,3%, malgré toutes les augmentations subies qui sont détaillées dans le rapport. En matière de dépenses d'investissement, la commune a investi 9,1 millions d'euros en progression de 8,6%. Si l'on se compare à la moyenne nationale, nous avons investi à hauteur de 393 euros par habitant, contre 273 euros par habitant pour les villes de taille comparable à la nôtre, soit 44% de plus. C'était déjà le cas en 2016 avec 31% de plus. Enfin, la dette demeure maîtrisée avec 472 euros par habitant, à comparer aussi avec une moyenne nationale pour les communes de même strate démographique de 1095 euros par habitant. Vous constaterez qu'en dépit des tensions financières majeures sur les budgets locaux de la commune,
On continue de maintenir ces efforts d'investissement pour améliorer le cadre de vie des Pénois. On s'efforce de maîtriser l'évolution des tarifs des services publics et des impôts et de maîtriser sa dette. Notons pour finir que grâce à la politique de cession patrimoniale, notre épargne nette, qui représente notre autofinancement destiné à financer une partie de nos investissements, est en amélioration avec un solde de 3,4 millions d'euros contre 2,9 millions d'euros en 2016. Je vous remercie de votre attention. Des questions, des remarques Monsieur Fuzon. Vous vous faites plaisir. Des iPads à 900 €, plus de 10 000 € de téléphone. Mais je dois dire que vous avez fait des efforts. Non pas sur les dépenses, mais sur la discrétion, car on retrouve plein de dépenses classées dans la rubrique divers. Les fluides, énergie, électricité, etc. continuent d'augmenter, ce qui prouve que votre économe de flux, c'est du bidon. Mais il est vrai que vous faites un effort sur les voyages et déplacements, puisqu'il y avait une différence de 2 000 € entre les crédits ouverts et émis. Il est évident que vous faites tout pour trouver des solutions, puisque M. Amiel s'est fait offrir un voyage par l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle, mesdames, messieurs les élus de la gauche moralisatrice, que l'Arabie Saoudite ne respecte pas les droits de l'homme, que ce pays a quasiment rétabli l'esclavage, que les homosexuels encourent la peine de mort. L'ambassade d'Arabie Saoudite a fait une vidéo où elle présente sa version du conflit avec le Yémen, où apparaît M. Amiel. Je veux juste rappeler que l'Arabie Saoudite est accusée par l'ONU de crimes de guerre. Se faire financer un voyage par un tel pays prouve une fois de plus votre complaisance face à l'islam radical. Je tiendrai à dire que les activités que vous évoquez pour Monsieur le sénateur sont dans le cadre du Sénat et n'ont rien à voir avec la ville. Hein. Vous m'avez entendu. Les activités de Monsieur Amiel sont des activités dans le cadre du Sénat, donc ça n'a rien à voir avec notre discussion. C'est quand même un élu de votre Ensuite, je majorité. voulais dire aussi que les frais dits de déplacement, ce sont les déplacements de formation des agents qui ne sont plus pris en charge par le CNFET, comme c'était le cas avant. Alors ça, on n'y peut rien. On peut ne pas former les agents, mais ce n'est pas obligatoirement une bonne solution à tous les coups, tout simplement. Et juste pour vous compléter, concernant le poste des fluides, l'augmentation est principalement due à les augmentations de prix de matières premières. C'est sûrement le sang Victor Hugo qui a dû utiliser beaucoup d'électricité. Bon, je voudrais aussi répondre sur l'achat de l'iPad. L'iPad, c'est ce qui a servi à la modélisation du centre Victor Hugo, la modélisation dynamique. Ça ne peut pas se faire avec n'importe quoi. Je suppose que vous l'avez vu ou que certaines personnes l'ont vu, les personnes qui ont participé au choix initial, on avait ça et on a toujours ça et on s'en sert pour le futur aménagement parce que c'est quand même mieux d'avoir l'impression d'être dedans dans une modélisation que d'avoir quelques photos ou quelques plans qui sont nécessaires pour le développement, mais qui ne sont pas nécessaires vraiment quand il s'agit de se projeter dans l'avenir. Moi, je voulais faire une remarque sur les charges de personnel, parce que j'avais été interpellée par votre position que sur la moyenne des charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement serait de 23%. Alors ça, c'est pas vrai du tout. La dernière étude qui a été conduite par le ministère de l'Intérieur sur les collectivités locales, en matière de chiffres parus en 2018, donne une moyenne pour les communes de 20 000 à 40 000 habitants, à 50 000 même, parce que d'habitude on a l'habitude de dire 40 000, de 60%. Donc certes, on est un peu au-dessus, mais on est un peu moins au-dessus que de 23%. Donc ça, c'est la vérité du ministère. Donc c'était juste pour le signaler, puisque nous sommes dans le compte administratif et que donc ça se transparaît là-dessus. Nous sommes à 60% de masse salariale sur le budget. Non, c'est la moyenne nationale pour les villes de 20 à 50 000 habitants. Non, mais vous avez dit on est à 60... On est un peu au-dessus, j'ai dit. Mais déjà, on n'est pas comme comparer notre chiffre à 60% et notre chiffre à 23%. Il y a quand même une marge. 23% n'est pas validé du tout par les études du ministère de l'Intérieur. Ce n'est qu'une information. Hein, voilà. Il faut faire encore des efforts. Alors. Pardon ? Il faut faire encore des efforts. Oui, d'accord, mais j'allais dire, il n'est pas question d'atteindre 20%. Hein.
Oui, ben, les seuls efforts effectivement qu'on peut faire, c'est qu'on fait plein de DSP, on délègue au privé le service public, etc. Bon, ben ça c'est un choix, hein, mais bon, pour le moment, c'est pas un choix qui est dans le tuyau. Les transferts de personnel sur la métropole, ça va faire diminuer. Oui, massivement. Voilà. Non. Il y en a deux, charges on de va en personnel. parler tout à l'heure. C'est hein. d'actualité, là, je l'ai lu dans la presse d'ailleurs. Oui, mais ben, c'est en C'est train. d'actualité. C'est en train. Nous, on en transfère deux. Il y a une délibération, vous avez dû la voir. Donc, y a-t-il d'autres questions? Oui. Monsieur Vega, du coup, bon, ben, vous avez répondu à ma première question concernant la masse salariale. Juste 2 points, parce qu'effectivement, on peut regarder les centaines d'euros, mais sur un budget à 40 millions, c'est pas ce qui va demain faire avancer les Pénois dans un meilleur avenir. Juste une alerte, Monsieur Vega, vous avez précisé effectivement que le budget cette année était en excédent de près d'1 million d'euros, si je ne me trompe pas. Juste une alerte parce que nous sommes en excédent d'1 million d'euros alors que nous avons vendu pour 2,2 millions d'euros de biens. Ce qui veut donc dire qu'à un moment donné, nos biens immobiliers, enfin, les terrains que l'on vend ne sont pas inépuisables. Ce qui veut donc dire que le jour où nous n'aurons plus de terrain à vendre, nous avons un déficit structurel de 1,2 million d'euros. La masse salariale y est sûrement pour quelque chose, et le budget de fonctionnement qui est proche de 70% y est sûrement pour quelque chose, puisque effectivement, en moyenne, le budget de fonctionnement est de un peu plus de 20% pour la strate de 20 000 à 100 000 habitants. Juste un point et une question, Monsieur Vega. Il est notifié dans le compte administratif que les honoraires du maître d'œuvre pour la requalification de la Gavotte sont estimés à 1,2 million d'euros. 1,2 million d'euros d'honoraires pour le maître d'œuvre de la requalification de la Gavotte. Ma question, quel a été le montant des honoraires pour le maître d'œuvre du projet d'Érigon, de plan de campagne, qui a subi un avis négatif de la part de la commission départementale d'aménagement commercial et qui est actuellement donc auprès du Conseil d'État, si je ne me trompe pas, suite ou d'une autre institution, vous me corrigerez si je dis quelque chose de faux, mais quels seront les honoraires du maître d'ouvrage pour le projet d'Érigon? Nous n'en savons rien, c'est le privé. C'est eux, c'est un privé, donc nous, on ne paiera rien et on ne le verra pas passer. Hein, ça. C'est pas nous qui allons payer les honoraires du maître d'œuvre d'Érigon, si tant est que ça se fasse. C'est la compagnie de Falsbourg, quand même. Voilà. Qu'on le sache le moment venu, peut-être, mais bon, c'est leur problème. C'est pas un projet privé, c'est un projet privé, 100% privé. Alors effectivement, la commission d'aménagement commercial n'a pas donné son aval, la commission départementale. Par contre, l'appel est fait à la commission nationale, sous 3 mois. Sous 4 mois. 4 mois. Il faut bien compter les vacances. Donc, voilà, donc on ne sait pas ce qu'il en ressortira. Bon, la plupart des projets qu'on avait eu à porter plus petits au niveau national avaient eu l'avis favorable. Mais bon, après, moi, je ne mange pas d'avance, je ne donne pas d'avance le résultat. Hein. Donc ça sera à la rentrée quand ça sera fait. Voilà. Et concernant le déficit structurel, puisque nos biens ne sont pas inépuisables. Oui, ben en fait, la seule chose sur je pose laquelle la question à Monsieur Vega, on travaille aussi, c'est d'avoir le moins possible de pénalités SRU. Parce que vous avez vu les sommes, et il vaut mieux que ça ne sorte pas, quoi. Et oui, l'année prochaine, comme on vous l'a dit, on ne payera pas de pénalités. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, c'est qu'on a le moyen de déduire suffisamment de choses pour s'amener vers zéro. Parce que ça, c'est la construction, enfin, c'est le jeu de construction de ce qu'on fait autour des logements sociaux. Quand on fait quelque chose qui favorise les logements sociaux, eh ben, on les déduit, etc. Et donc ça, c'est pas l'année sur l'année, hein, ça coule sur 2 ans. Donc Madame Greffeuil est très experte pour arriver à ce résultat. Et c'est une des pistes qu'il faut absolument continuer à travailler. Parce que ça, c'est une non-dépense. Donc voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va passer au vote. Donc, dans le vote, c'est moi qui m'en... Non, on fait l'eau et l'assainissement et on votera. Comme ça, j'irai faire un tour pour les 3 à la fois. Et voilà, c'est vrai. Alors, vas-y. Donc, la délibération 51, elle concerne le compte administratif du 2017 du service de l'eau.
Oui, question. Là, c'est vraiment pour comprendre. En 2016, on avait 63 000 euros d'investissement. On est passé à 240 000 en 2017. Pour quelle raison? Parce qu'on a essayé de comprendre un petit peu les documents qui sont fournis, mais ça reste assez peu compréhensible pour parler en langage courant. Qu'est-ce qui a fait que nous ayons multiplié par autant les investissements? On a fait des travaux. Oui, mais enfin, lesquels? Lesquels? Parce que passer de 63 000 à 240 000, il y a quand même une raison, mais on ne l'a pas compris dans les budgets que vous nous avez donnés. Donc. Bon, on me dit que les éléments détaillés ont été donnés à la commission des finances, donc bon, je ne sais pas si vous y étiez. Bah, j'y étais pas, mais les éléments que vous nous avez donnés à la délibération sont toujours ceux de la commission finances. On l'a lu plusieurs fois, mais il y a aucune indication sur quels travaux ont été effectués pour multiplier quasiment par, si je dis pas de bêtises, par 3, par 4, voire même, le montant des investissements. On vous communiquera la liste des travaux qui ont été effectués en 2017 concernant le service de l'eau. Là, de tête, je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous les dire. Du coup, est-ce qu'il est possible de retirer la délibération pour avoir les éléments? Non. Non, on ne retirera pas la délibération. On est obligé de la voter avant le 30 Et fin comment, juin. nous, élus, nous pouvons prendre une décision sur des informations que nous n'avons pas? Écoutez. Quoi donc? Oui, Mais sans oui, doute, de toute façon, monsieur. ce pas des mais travaux inventés. Lesquels? Ils sont passés tout au long de l'année ou l'année d'avant. Non, mais c'est... nécessaire. Ça y est. Non, merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement, on investit chaque année. Mais là, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on est multiplié par 4, alors qu'habituellement, on tourne toujours autour de ce montant. En 2017, on est passé à 240 au lieu de 60. J'entends, oui, il y a des travaux chaque année, mais là, ça a explosé. Il y a bien une raison. C'est ce qui est en cours, les marchés en cours. De toute façon, dans le compte administratif lui-même, si vous le lisez, vous avez les restes à réaliser et ce qui a été fait. Hein, Bon, bah, écoutez, par opération. vous nous permettrez juste, étant donné que nous n'avons pas les éléments, de ne pas prendre part au vote, parce qu'on si peut pas, là, on peut pas voter sans les éléments, c'est pas possible. Non, écoutez, si vous voulez. Bon, donc on fait du coup aussi l'assainissement. Oui. Comme ça, on fait d'un coup. Donc au niveau de la délibération numéro 52, elle concerne le compte administratif du service de l'assainissement. Pour des résultats de clôture en fonctionnement de un peu plus de 455 000 euros et d'investissement d'un peu plus de 2 millions 100. Oui. Du coup, même question, mais cette fois-ci dans l'autre sens, puisque en 2017, on a 152 000 euros de bénéfices, hein, on est en excédent de plus de 150 000 euros, mais on est passé de 227 000 euros en moyenne de recettes sur cette section à 103 000. À 152 000, ce qui fait qu'on a moins 103 000 par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce qui fait qu'on est moins 100 000 euros de perçus? Ça dépend effectivement, comme on me dit, de la participation à l'assainissement collectif des constructions, mais pas que des grandes, des petites, de toutes. Donc ça dépend ce qui est construit dans l'année. C'est éminemment variable. On peut pas donc il y en a ou plus ou moins. Voilà, les raccordements des maisons qui se construisent et que l'on construit, mais aussi de celles qui se construisent, parce qu'il y a aussi beaucoup de maisons individuelles, de maisons privées qui se construisent et qui donc participent à leur raccordement. Et donc ça va là-dedans. Donc ça va ou ça va pas. Donc ça veut dire que le nombre de constructions tend à baisser sur la ville des Pays de Mirabeau alors? Mais c'est pas constant, hein. C'est pas constant du tout. Chaque année, il n'y a pas 50 maisons comme ça. Oui, bien sûr. Oui. Et donc ça dépend. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir passer procéder au vote, pardon. Oui.
Alors, nous allons donc procéder au vote des comptes administratifs respectifs. Donc, pour la délibération numéro 50, concernant le compte administratif du budget principal, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Pour la délibération numéro 51, ça concerne le compte administratif 2017 du service de l'eau. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous ne prenez pas part au vote. Sur le service de l'eau, oui. Après la délibération numéro 52, au niveau du compte administratif 2017 du service de l'assainissement, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On peut faire revenir Madame le maire. Oui, les résultats ont été notés, les délibérations ont été adoptées. Alors, on en est où là? À 53. Alors oui, elle a fait les affectations. Voilà, résultats et donc tout ça. Bon, alors, on avance. après avoir voté donc, les comptes administratifs, nous devons maintenant voter les affectations des résultats des exercices 2017 qui vous ont été donnés. Donc sur la 53, nous vous proposons donc d'adopter la délibération concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2017 du budget principal. Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc 54 pour l'eau. 54, affectation du résultat de l'exercice 2017 du service de distribution d'eau potable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et alors 55, Et pour l'assainissement. finir, l'affectation du résultat de l'exercice 2017 du service de l'assainissement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.